Ah, ça, je ne sais pas. Mercredi 14 mai. La veille, en début de soirée, un attentat s'est produit sur le bac qui relie Brazzaville, capitale du Congo, de l'autre côté du fleuve à Kinshasa. 6 morts, plusieurs dizaines de blessés. Constant Omari est le directeur des chantiers navals. Sur place, il tente de comprendre comment et pourquoi la guerre vient d'entrer à Kinshasa par les bateaux de son entreprise. L'ONATRA est l'une des plus importantes sociétés publiques du Zaïre. C'est de l'aventure, ça. Études à l'université de Pékin, diplôme d'ingénieur en construction ferroviaire, stage de quelques mois à la SNCF du côté de Reims et Paris. De retour au pays il y a 11 ans, c'est tout naturellement que Constant Omari a intégré l'entreprise zaïroise de transport ferroviaire et maritime. Aujourd'hui, son poste à responsabilité, un privilège ici, il l'assume. Mais les gens devaient travailler avec quel régime? Parce que c'est le régime qui était en règne. On va reprocher à tout le monde d'avoir fait quoi? Tous les Zaïrois d'avoir travaillé avec le régime Mobutu. Moi, je pense que c'est suffisamment absurde. Il y a 45 millions de Zaïrois. Donc on reproche à tous les 45 millions d'habitants d'avoir travaillé avec Mobutu. C'est absurde, ça. Et Constant partage aussi les heures sombres vécues par le gouvernement. Monsieur Omari, je peux avoir Nzanga, s'il vous plaît? Plusieurs fois par jour, il communique avec Zenga Mobutu, l'un des fils du président. À 40 ans, Constant a eu le temps de côtoyer le pouvoir. Depuis 22 ans, il milite au parti présidentiel. Quoi qu'il arrive, il veut continuer le combat. Personnellement, je n'ai pas de crainte. J'ai des amitiés dans la famille du chef de l'État, qui sont des amitiés, on ne peut pas nier ces amitiés, il faut avoir le courage de ses opinions. Mais en tout état de cause, je ne suis pas disposé à quitter le pays. C'est mon pays, je dois à ce pays, à l'instar de tout autre Zaïrois. Je vois mal, je n'ai plus d'exil à l'extérieur. Je ne me vois pas en train de vivre à l'extérieur au jour d'aujourd'hui. Je ne me vois pas. Je pense que nous accepterons tout ce qui se passera, mais dans notre pays. On est patriotes. Il ne faut pas abandonner le pays. Un pays occupé aujourd'hui, avec des rebelles à quelques dizaines de kilomètres de la ville. Pour la première fois, Kinshasa va s'endormir sous couvre-feu. Les soldats prennent possession de toutes les artères de la capitale. Nous sommes dans une période de guerre aussi. La plupart des victimes, des personnes qui sont mortes, sont des personnes qui ont essayé de fuir hors de leur maison. L'heure est grave. Pour éviter le pire, ce soir, dès son retour de l'hôpital, le docteur Sonji a réuni ses voisins. La première consigne, c'est de rester à la maison. Avec quelques réflexions de bon sens, il veut une défense de quartier en cas d'attaque. L'ennemi, l'armée de Mobutu, experte en pillage et en règlement de compte. Leader du Front patriotique, un parti d'opposition, Sonji sait de quoi il parle. En janvier 92, en pleine nuit, dans sa propre maison, un commando a tenté de l'assassiner. Un individu a ramené vivant ou mort en cas de fuite. Ce soir encore, la menace. Le docteur s'est procuré copie d'une liste d'objectifs frappés du sceau de la division spéciale présidentielle, les soldats les plus fidèles de Mobutu, les plus déterminés aussi. Il y a des maisons à faire sauter. Information, manipulation, dans ces heures capitales, tout est possible à Kinshasa. Et surtout la peur. Il y a l'ambassade de la Grande-Bretagne. La peur, on a peur, mais nous voulons que Kabila arrive de toutes les façons. Et nous savons que Kabila viendra avec la guerre. Mais malgré que nous avons peur, d'aussi longtemps que le peuple a été trop meurtri, il n'y a pas moyen de faire autrement. Même le président Mobutu a dit, le fruit des vents, l'ouragan Mirupa, finit par tomber. Et c'est ça. Le peuple est déjà saturé, il n'y a pas moyen de faire autrement. Il ne songe qu'à Kabila qui peut le sauver. En attendant le sauveur, les invités du docteur se séparent, en espérant que cette nuit encore, tout sera calme. Mon petit chat. Le lendemain, quartier de Binza, sur les hauteurs de Kinshasa. Là aussi, on parle de guerre, mais en termes posés. On affecte d'être serein, mais en vérité, tout n'est qu'apparence. Où tu vis, toi? Sous stress, là. Non, on vit pas sous Il y a stress. panique à bord. Car pour les nièces et neveux du président Mobutu et leurs amis, c'est bien une autre vie qui s'annonce. Et derrière les plaisanteries, les sourires sont forcés.
La crainte ici, les représailles des soldats de l'Alliance. Moi, je fais partie de l'ethnie du président de la République, donc les Gbandi de l'Équateur. Et j'ai entendu dire que tout ce qui était lié à la famille du président serait éliminé, tous les Gbandi seraient éliminés, les gens de l'Équateur également. Donc forcément, il y a une peur réelle. La peur de payer l'addition du système Mobutu. Car faire partie de la famille, du clan, aux yeux de ceux qui arrivent, c'est être coupable. Avoir profité des richesses du pays quand le peuple n'avait rien. Ce soir encore, on veut espérer. Moi, je vais rester. Oui, je vais rester. J'ai ma famille qui est ici. Donc, bon, je ne vais pas rester indéfiniment non plus. Hein. Je veux dire, bon, je ne vis pas vraiment ici. Je fais des allers-retours. Donc, je ne sais pas si mon départ va coïncider peut-être avec un tournant décisif dans le pays. Mais bon, je ne suis pas en train de faire mes bagages. Bon, je suis là pour une raison bien précise. Je n'ai pas encore terminé les raisons qui m'ont amené à rentrer au Zaïre. Et bon, je ne vais pas partir parce qu'on me dit que bon, les rebelles sont à 60 km de Kinshasa. 16 mai, la Cadillac présidentielle traverse la ville, direction l'aéroport. Les Quinois ne le savent pas encore, mais ce vendredi, c'est la dernière fois qu'ils voient passer ce cortège. Tous se retirent de la vie politique, annonce faite par le Conseil des ministres zaïrois. Selon un communiqué, le chef de l'État a souhaité ne pas apparaître comme un obstacle à une solution. Plus d'obstacles, une guerre imminente et le temps suspendu. Constant a délaissé un temps ses bateaux pour une autre passion de sa vie. Ancien basketteur lui-même, aujourd'hui président de club, il vient voir jouer son prochain adversaire. À portée de main toujours, son téléphone portable. Officiellement, il a transmis le pouvoir à Mossengo, même le pouvoir de guerre, tout. L'ambiance est électrique dans le stade. Soudain, à l'extérieur, des coups de feu. Sur le terrain, dans les tribunes, c'est l'affolement. Civils aux alentours, joueurs et spectateurs à l'intérieur, tout le monde court dans tous les sens, sans trop savoir que faire. Constant, lui, reste calme, attendant que tout rentre dans l'ordre. Quelques témoins de l'incident le rassurent. Ce n'est pas encore la grande offensive. Ils croyaient que ça faisait partie de la guerre. Bien au contraire. C'était des éléments armés de nos forces armées qui pourchassaient des bandits armés. Donc c'est un élément isolé, c'est un cas isolé, ça ne fait pas partie de la guerre. Mais c'est dans l'ambiance. Samedi 17 mai, Kinshasa se réveille. La guerre tant annoncée vient de débuter. Depuis le milieu de la nuit, les officiers ont commencé à fuir. Ce matin, ils achèvent de le faire. La ville, désormais, appartient aux troupes encore en uniforme. Patrouille d'éléments de la garde civile en direction du quartier du marché central. Là-bas, les rafales crépitent. Et sur place, les premiers règlements de compte. Dans la rue, au milieu des curieux, les parents viennent d'arriver. Autour de la dépouille de son fils, le père ramasse les douilles. Plus haut, devant le quartier général de la garde civile, un contrôle d'identité. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Vous contrôlez? Ça, c'est la carte la carte de sa femme. Ce n'est pas sa carte. Non. Oh, comment est-ce que... Dis, recule d'abord. Force navale. Bon, le bâtiment, il est militaire, mais il doit quand même se promener avec sa carte. Mais ça, c'est la carte de sa femme. Entrez là-bas, papa, En fait, à ce moment de la journée, la confusion est déjà totale. Des contrôles pointilleux d'un côté, mais dans le dos, c'est toute la caserne que l'on pille. Bon, on parvient quand même à maîtriser la situation, hein. Ouais. Mais vous voyez maintenant que on ne sait pas, nos amis qui viennent de l'autre côté, comment est-ce que leur esprit...
S'il vous demande de déposer les armes, vous allez déposer les armes? Automatiquement. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Est-ce que vous voyez des chefs ici? Il n'y a personne ici. Il n'y a personne ici comme un colonel, comme un major qui régnait ici. Tous les chefs sont partis là? Ils sont partis. C'est moi qui prends maintenant les commandements avec mon collègue ici. Nous sommes larges. Vous ne voyez pas les drapeaux blancs? Hein, vous ne voyez pas là-bas? Regardez là-bas. Vous ne voyez pas là-bas? Dans un autre quartier, le même désordre. Sous l'œil de militaires, tour à tour pilleurs ou anti-pilleurs, les commerces des Libanais du quartier sont assaillis. Un pillage en règle, et pour faire bonne mesure, quelques coups de feu qui ne changent rien. Pour le petit peuple aujourd'hui, tout cela se justifie. Nous sommes là seulement pour piller, puisque nous n'avons rien comme argent. Nous ne mangeons pas. Nous on a volé ça chez nous là-bas, dans notre caserne. On a pillé ça. On a pillé ça, c'est pour cela qu'il a récupéré ça comme c'est pour Yabango. Maintenant c'est son cadeau. Une ville livrée à elle-même, pas encore investie, mais qui compte déjà ses premiers morts. Elle a appelé l'ambassade comme elle dit son bourgeois. À l'autre bout de la ville, dans les jardins d'un grand hôtel international, les neveux du président Mobutu racontent leur journée. Pour l'heure, ce sont les soldats de l'armée zaïroise, leurs soldats, qui les ont menacés. Bon, là, maintenant, il paraît que les soldats de la DSP sont en train de rechercher certains noms des dignitaires. Des dignitaires. Mais on ne sait pas, mais nous, moi j'ai failli être tué. Mais arrêtez de rire, j'ai failli être tué, ils étaient une dizaine. Ensuite, bon, on descend et tout, ils disent ouvrez toutes vos valises, sortez les valises, ouvrez-les et tout. Bon, donnez-nous de l'argent. Mon frère lui donne 40 $. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 40 $? 1, 2, 3, 4, 5, 100 $ par tête. Allez, payez ça, sortez 500 $. Si vous ne sortez pas les 500 $, en tout cas, vous ne rentrerez pas chez vous ce soir. Vous savez que y a plein de nos compatriotes qui sont morts et tout. Vous êtes tous en train de fuir la légende de la famille et tout. Alors si vous ne sortez pas les 500 $, en tout cas, vous allez mourir aujourd'hui. Et ici, la nuit est à 200 $. La sécurité est à ce prix. Tous vont donc rester à l'hôtel quelques jours, histoire de laisser passer l'orage. En fait, les gens ont peur de règlement de compte, c'est ça que les gens craignent le plus. Et comme effectivement certains l'avaient prévu, c'est surtout au niveau de l'armée qu'il y aurait éventuellement un petit problème. Et effectivement, bon, il y a eu quand même quelques maisons qui ont été pillées. Donc, Vous avez peur ce soir? Non. Peur, non. Inquiet peut-être un petit peu, mais peur, non. Dimanche matin, les rebelles entrent dans la ville. En longue colonne, silencieux, d'un pas lent mais décidé, ils remontent les avenues de la capitale. Direction le camp Tchatchi, QG des forces armées zaïroises et dernier lieu de résidence du président Mobutu. À cet endroit, aucune exubérance, aucune liesse. D'abord des centaines, et puis très vite, des milliers d'hommes, armés, équipés, disciplinés. Et plus loin, le gros de la troupe, qui arrive à son tour, en camion de Lubumbashi, à 2000 km de là. Les Quinois se décident à fêter enfin leur vainqueur. Malheur aux perdants. Les pillards s'engouffrent dans la villa de Kongolo Mobutu, un autre fils du président. Une villa piégée au gaz lacrymogène qui n'arrête rien, évidemment. En 10 minutes, la razzia des pillards emporte tout. Seul restera au bout du compte la piscine. Allô? Papa? Les événements se précipitent pour les neveux de l'ancien chef de l'État. Il y a quelques minutes à l'hôtel, ce sont les nouveaux arrivants, les soldats de l'Alliance, cette fois-ci, qui les ont reconnus et menacés.
Je me dis finalement, bien réfléchi, avec les imbéciles ne cherchent pas d'avis, il vaut mieux partir et puis attendre cette chasse aux sorcières se finisse. Si d'ici 2 semaines, 1 mois, peu importe le temps, qu'on dit non, maintenant ça va, bon, je vois bien. Mais en attendant, je ne vais pas m'exposer comme ça, c'est ridicule, quoi. Et en attendant de sortir du pays, la sécurité aujourd'hui, c'est à l'ambassade de Belgique qu'ils vont la trouver. Derrière les grilles, tous sont heureux de se retrouver sains et saufs. S'ils peuvent obtenir un visa rapidement, ils n'en ont pas fini pour autant. Il va falloir attendre. Les frontières sont officiellement fermées pour plusieurs jours. C'est la vie. Vous ne pensiez pas que ça pouvait arriver comme ça? Comme ça, non. Je me dis que ça aurait pu être pire aussi. Ça aurait pu être pire. La reddition et l'humiliation au camp Tchatchi. On est venu voir ce qu'il reste de l'élite de l'armée de Mobutu. Ceux de la DSP, la division spéciale présidentielle. Conspués, ces soldats viennent ce soir rendre leurs armes. Ils ne se sont pas battus. Ils ont capitulé sans condition, devant une armée venue de loin. Pour les Quinois, il y a des signes qui ne trompent pas. En les regardant comme ça, je sais que non, ça c'est un Zaïrois qui vit beaucoup dans les frontières, Zaïre-Rwanda. En le voyant comme ça. Mais pour le moment, je ne sais pas comment qualifier que c'est celui-ci comme ça, c'est celui comme ça. Mais il y a d'autres quand même qui sont ici. Si vous restez au moins comme ils sont comme ça, vous parlez. Quand ils parlent à un ami, ils parlent en langue là, je ne sais pas comment les juger, c'est ça. C'est une armée de libérateurs, c'est une armée d'occupation, c'est quoi? Bon, chez nous, on va les appeler pour le moment armée libération. Pour le moment, les appeler armée libération. On ne sait pas comment les qualifier. Stop. Une armée de libération qui interrompt les conversations et qui demande même de ne plus rien dire aux journalistes. Deux jours plus tard, le nouveau président autoproclamé Laurent Désiré Kabila foule enfin le sol de l'aéroport international de Kinshasa. Au début de l'offensive, Kabila avait prédit Kinshasa avant juin. Au soir du 20 mai, son pari est gagné. Devant la nouvelle télévision rebaptisée Voix du Peuple, le docteur Sonji. Dans le grand hall d'hôtel, beaucoup d'anciens responsables sont convoqués par le nouveau régime. Lui sera reçu plutôt comme un allié. C'est-à-dire que moi, je ne viens pas tout à fait dans le cadre de cette convocation générale, mais j'ai effectivement un rendez-vous un peu plus particulier avec le secrétaire général de l'Alliance Vie. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut déjà l'interpréter? Je préfère personnellement ne rien interpréter du tout. À la vérité, il est plus engagé qu'il n'y paraît. Il nous avouera que depuis de longues semaines, il prépare l'arrivée de l'Alliance. Dans quelques jours, il sera même ministre de la Santé du premier gouvernement Kabila. Le Camagnolia, le bateau transformé en palace sur lequel l'ancien président aimait à remonter le fleuve Zaïre. Visité la nuit précédente, le directeur des chantiers navals vient constater la tentative d'effraction du dernier symbole. Ce n'était pas son bien personnel. C'était un bien de l'État qu'il utilisait à la disposition de la présidence de la République. C'est un bien qui est toujours là, qui appartient toujours à l'État, à l'ONATRA. L'ONATRA est une entreprise para-étatique. Si les nouvelles autorités décident que le bien, que l'ONATRA puisse l'exploiter, l'ONATRA va l'exploiter. Mais s'ils disent que non, on préfère que ce bien reste encore à la présidence de la République, de toute façon, il ne m'appartiendra pas à moi de décider. Moi, je n'assure que le gardiennage, parce que le bien se trouve dans les installations. Et si demain ce bateau devient le bateau de M. Kabila, Ce n'est pas mon problème. vous le réparez de la même façon? Mais c'est tout à fait normal, c'est un chantier naval de l'ONATRA. Ce chantier naval appartient à l'Office national de transport, qui est une entreprise de l'État zaïrois. Si M. Kabila, président de la République du Zaïre, utilise ce bateau et que ce bateau doit être caréné au chantier naval, il doit être caréné. De retour à l'hôpital, devenu depuis hôpital Congo-Kabila, le docteur Sonji vient constater lui-même le drame qui s'est joué ici la veille, au fond du pavillon numéro 11. En plein après-midi, les soldats de l'Alliance sont venus ici. C'est fermé, malheureusement. Ils ont embarqué sans ménagement les Hutus rwandais. À la vue de leurs blessures, les soldats les ont accusés d'être des militaires ou des miliciens interamoués. Vous allez demander des comptes à M. Kabila? Absolument. Absolument. Ça, j'y tiens. Kabila, il n'est pas plus congolais que moi.
Il est congolais, moi je le suis, il est acteur politique, je le suis. Donc lui ne va pas nous imposer à ce que lui vienne ici parce qu'il aurait des conflits avec des Rwandais qu'il permette qu'on massacre des Rwandais. Comme ça. Et moi, je veux qu'on ne s'occupe pas de cette affaire, qu'on prenne les Rwandais, qu'on les envoie chez eux, éventuellement, ceux qui veulent être réfugiés. S'ils ne peuvent pas être ici, qu'on les envoie ailleurs. Mais en tout cas, que ces gens ne soient pas laissés à la vindicte de quelques excités, que soit ça, ce n'est pas, il ne faut pas que notre pays soit souillé comme le Rwanda l'est et l'a été jusqu'à présent. 3 jours après leur arrestation, ces blessés de guerre disparus, nous les avons retrouvés. Dans l'ancien camp Mobutu, devenu camp Kabila, interdit d'accès. Mais devant notre insistance, un soldat a fini par céder. Les hommes sont là. Depuis leur arrivée, ils n'ont pas mangé. Il vous reproche quelque chose d'avoir participé à des événements, les événements du Rwanda, d'avoir été soldat. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Bon, à part les cas isolés, mais les autorités militaires ne nous reprochent rien, sauf les cas isolés qui passent. Eh bien, vous, soldats, nous disons non. Nous autres, nous sommes réfugiés rwandais. Mais comme on nous voit jeunes, quelques-uns ont tendance à nous appeler Interahamwe, mais ce n'est pas vrai, on n'a pas participé à des massacres qui ont eu lieu au Rwanda. Vos amis ont peur? Justement, c'est le commun de tout le monde, de tous les hommes qui voient leur mort prochaine. En tout cas, on est ici, on ne sait pas notre sort justement. Intérieurement, nous avons peur parce que justement, comme je le dis, on ne sait pas la suite qu'il veut réserver à notre sort. La Croix-Rouge internationale est informée de la situation de ces hommes. Mais l'organisation n'a à ce jour obtenu aucune autorisation d'accès à leur lieu de détention. Ce jour-là, le 22 mai, ils étaient 16. 16 Rwandais réfugiés tout au bout du Grand Zaïre. Dans un instant, je vous ferai entendre les commentaires de M. Cohen. Monsieur Herman Cohen est ancien secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines dans le gouvernement américain de M. George Bush. Et puis l'historien zaïrois, c'est-à-dire congolais, M. Elikiam Bokolo. Mais je voudrais d'abord terminer avec les documents. Vous avez vu 3 situations, les réfugiés, ensuite vous avez vécu l'arrivée à Kinshasa du nouveau pouvoir. Voyons maintenant quel est le centre nerveux de tout ça, c'est-à-dire les richesses. Lubumbashi, premier jour du nouveau Congo. Lubumbashi, 1 million d'habitants, 2e ville du pays, était la capitale provisoire de l'Alliance, du temps où Kinshasa n'était pas encore tombé. C'est dans cette ville que l'Alliance a pris contact avec la réalité d'un pays sinistré qui n'a plus d'État et une société qui a été régie longtemps par le vol et par la corruption. Voici les premiers jours tels que nous l'avons vécu de la prise en main du pays par le nouveau pouvoir. Reportage de Jean-François Gringoire et de Lionel Deconinck, après quoi nos 2 témoins. Merci. Ils ont mis 8 mois pour traverser d'est en ouest le Zaïre, presque 2000 km, Paris-Lisbonne, à pied et en camion. Ce sont les soldats de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Et à chaque étape, c'est en libérateur que la population les a accueillis. Nous sommes ici à Lubumbashi, province du Katanga, tombé dans les bras de l'Alliance le 9 avril dernier. Ces enfants soldats s'appellent les Kadogo, les petits combattants. Les Kadogo forment le gros des troupes de l'Alliance. Ce sont eux que l'état-major laisse dans les territoires conquis pour en garder le contrôle. Ils ont 15, 17 ans ou plus et toutes les qualités pour être de bons petits soldats. Ce sont des meilleurs, quoi. Car à l'âge pareil, il y a une obéissance totale et ils ne sont pas distraits. La plupart de ces jeunes gens, ils ne connaissent pas encore la vie de tout le monde, la vie intime, quoi. Vous voyez, ils sont consacrés à quelque chose, donc à l'Alliance. À l'Alliance. Ils n'ont pas d'autres, ils ne sont pas dérangés moralement. Nous, maintenant, avec cet âge, on pense à l'enfant, on pense à l'épouse, et ils sont consacrés à l'Alliance. L'Alliance ne plaisante pas avec la discipline. Pour ses officiers, pas question de laisser les soldats écumer les rues de la ville avec leurs armes. Donc maintenant, vous avez des hommes sans armes que nous voudrions armer tout de suite pour la circonstance. De telle sorte que tous les autres qui se promènent avec armes sans autorisation, nous les réapprenons et nous les mettons quelque part pour la discipline. Et ça nous permet de contrôler les mouvements de nos hommes et de savoir qui utilise de manière abusive son arme, s'il n'est pas de notre unité ou s'il est de l'unité. Et comme ça, ça nous permet de bien gérer la discipline de nos troupes.
De fait, Lubumbashi apprécie la différence avec les soldats de Mobutu. Transformés provisoirement en policiers, les hommes du major Kapende ne demandent pas d'argent, ne volent pas non plus la population. Mais la violence dont ces militaires font preuve parfois au cours de simples opérations de police commence à en inquiéter certains. Ils sont capables, mais j'en ai l'impression qu'ils ont débordé, puisqu'il arrive des fois, même si quelqu'un peut avoir un problème avec un autre, bon, la façon dont on va le punir, vraiment, c'est vraiment insupportant. C'est-à-dire? On peut mal le frapper au point où quelqu'un a besoin de mourir que de vivre. C'est-à-dire que la justice, ils sont des moralistes, bien sûr, certainement, mais en rendant la justice, je me demande si ils ont une compétence en cette matière-là. Cette compétence est du ressort d'autres membres de l'Alliance, comme cet officier de la future police nationale. Face à lui, les anciens policiers du régime Mobutu. Silence! Leçon numéro 1, le garde à vous façon Alliance. En place! Vous avez raison. Suivez un peu ici. Il ne faut pas induire les gens en erreur directement. Là, repose sur place comme ça. Suivez, ça va? Suivez, d'accord? Suivez-moi maintenant. Ça va? C'est le premier rassemblement et le premier contact entre les anciens policiers et leur nouveau chef. Seul l'état-major de l'Alliance porte le nouvel uniforme bleu de la police, car l'argent manque. Au centre, le général Daniel Katsuva. Après 25 ans d'exil et de maquis, il reprend du service dans son pays. Vive la police nationale congolaise! Toutes ces histoires d'arrestations arbitraires, c'est fini. Frapper, séquestrer, demander de l'argent. À partir du moment où je vous parle, c'est fini. Nous comptons sur vous pour maintenir la sécurité du peuple congolais, pour faire respecter les institutions du pays. Mais pas comme du temps de Mobutu. Non. Vous accomplirez votre mission en suivant l'idéologie du président de la République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur Laurent Désiré Kabila. Le Zaïre n'est plus, la République démocratique du Congo est née. Avec un nouveau drapeau, un nouvel hymne national, debout congolais. Eux aussi doivent changer. Eux, ce sont les soldats de l'ex-armée du maréchal Mobutu, une armée défaite sans combattre. Ils seront bientôt incorporés dans les nouvelles forces congolaises. En attendant, ils ressassent les années Mobutu, ces années durant lesquelles avoir une arme était une garantie de revenus faciles. Le système était très mauvais jusqu'à tel point que nous sommes devenus les gens sans honneur. C'est-à-dire que nous faisions ce que nous faisions, qui ne plaisait pas à la population. Voilà. On ne pouvait pas sortir de chez soi. On avait peur, on avait peur. Donc on voyait un homme en uniforme, c'était soit qu'on vous déplie de tous les biens jusqu'aux sous-vêtements. Et une anecdote, on m'a même dit, les jeunes gens portent par ici les bombasses, puisque quand on vous enlève le premier pantalon, vous avez un deuxième pour courir jusqu'à la maison. Il y a eu la tracasserie parce qu'on n'était pas bien payé. Et je suis père de 10 enfants. Comment est-ce que je peux vivre avec ces enfants? Vous étiez obligé de se renseigner vos concitoyens. Ah, comment? Si par exemple on m'envoie aller arrêter quelqu'un, s'il a quelque chose, il me donne. Ah oui? Ah! Je ne peux pas refuser. Il faut que je trouve aussi moyen pour sauver ma famille. Et ça, c'était le système Mobutu? Oui. Après 32 ans de carrière et $1 de salaire par mois, l'adjudant Félicien Salomon estime qu'il ne pouvait pas agir autrement et il n'est pas le seul à penser cela. Car sous Mobutu, c'est toute la société zaïroise qui était gangrénée par le vol et la corruption. Deogracias Mweu vit dans un quartier populaire de Lubumbashi avec sa famille. 9 personnes entièrement à sa charge, que son salaire de fonctionnaire ne permet pas d'entretenir et pour cause, l'État ne lui a jamais versé un sou.
Alors, juste pour avoir de quoi vivre, Deo Gracias a fait comme tout le monde. Il a profité du système pour prendre un peu d'argent dans la caisse. De l'argent qui, de toute façon, aurait été pris par d'autres. On savait bien que si on va verser cet argent, et cet argent ne va pas aller dans le trésor public tel qu'on l'a versé. On va chipoter là-dedans, soit par les comptables, soit par le chef, soit par le chef de service. Il peut prendre en disant que non, je prends aussi, mais dans sa poche. Or, moi, en mettant aussi cela dans la tête, en disant que non, cet argent, dès que je vais verser, ça ne va pas arriver à la destination. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aussi prendre aussi, je mets dans ma poche, pour que je puisse aussi faire vivre ma famille. Et ce n'était pas digne d'une vie qui est favorable à une personne. Pour changer les comportements, l'Alliance a créé les séminaires idéologiques. 4 heures de cours par jour, des participants tous volontaires et assidus, car au bout de 7 jours, on repart avec un certificat de l'Alliance. On y parle d'intérêt général, de vraies valeurs. Ça ressemble à un cours magistral d'éducation civique que les instructeurs accompagnent parfois de touches marxistes. Qu'est-ce que l'État? C'est un instrument d'oppression d'une classe sociale par une autre dans le but de la dominer. Point. Le projet politique de l'Alliance n'est pas facile à cerner. Ceux qui le présentent refusent les classements hâtifs, mais promettent le bien-être du citoyen congolais. Nous voulons à ce que le plus petit Congolais puisse se réjouir de ses droits. C'est-à-dire qu'il soit capable, par exemple, d'être à mesure de se vêtir, de se nourrir, de payer aux enfants les frais de scolarité. C'est ce que nous préconisons. Donc, il est vraiment prématuré de dire aujourd'hui que nous sommes des marxistes, des capitalistes, des communistes. Le souci primordial, c'est de remettre d'abord chaque petit Congolais à sa place. Abreuvés de nouvelles valeurs et de bons sentiments, les participants quittent la salle du cinéma L'Éden. Beaucoup pensent que le certificat du séminaire aidera à trouver un travail. Tous espèrent que l'Alliance transformera ses promesses en réalité. Mais ce que nous demandons maintenant à la force de l'Alliance, de réaliser sa promesse, de pouvoir bien payer les militaires et tout le Congolais actuellement. Si, par exemple, la force de l'Alliance ne fait que de promesses sans que ça ne puisse se réaliser, nous allons encore retomber dans la même erreur du passé. Mais pour l'instant, il faut se débrouiller pour subsister, comme ces étudiants qui font du change dans la rue. Dollar contre Zaïre à la sauvette. C'est interdit, mais ils n'ont que ça pour vivre. À 14 et demi, si tu es d'accord à 14, l'Alliance ne tolère pas. Mais nous, on est contraints de faire ça. Parce qu'ils n'ont pas quelque chose à faire. Ouais. Ils n'ont pas de boulot. On n'a pas de boulot. Si par exemple les gens de l'Alliance passent, ils peuvent vous arrêter? Oui, ils nous arrêtent, Mais ils ne nous ravissent jamais notre argent. Ils nous arrêtent, on nous chocote, c'est tout. C'est pas une frappe? Ouais. L'homme à qui le président Kabila a demandé de remettre l'économie du pays sur pied a son bureau ici, dans les locaux de la Banque du Zaïre. La salle d'attente est toujours pleine de personnes venues faire part de leur doléance au tout nouveau ministre des Finances du Congo, Mawapanga, formé aux États-Unis, de retour au pays depuis 6 mois et dont les journées sont très longues. Les 2 étudiants qu'il reçoit sont venus lui demander du travail. Comment ça va? Ils sortent tous les 2 de l'école d'administration et veulent devenir fonctionnaires, la panacée dans ce pays. Une demande qui fait sourire ce ministre ultralibéral, diplômé de l'université du Kentucky et qui voit l'avenir des 2 jeunes gens de façon très différente. Écoutez, monsieur, vous avez la cervelle, vous avez les mains, vous êtes en très bonne santé. Vous êtes dans un pays vierge. Ah, je dis bien vierge. Est-ce que vous voyez? Bon, peut-être qu'on aurait un jour à appliquer ce qu'on a appris à l'école au service de la nation. On veut vraiment servir la nation. La meilleure façon de servir la nation, c'est de servir soi-même. Vous avez votre entreprise, comme j'ai dit, les jours où vous venez verser $1 million de taxes au trésor public, vous aurez servi votre nation. Est-ce que vous comprenez? Le ministre des Finances n'est pas sûr d'avoir convaincu les 2 étudiants et déplore d'être obligé de jouer au conseiller d'orientation. Malheureusement, la plupart du temps, au lieu que je puisse avoir le temps de réfléchir sur les solutions créatives, je suis toujours là en train de nettoyer
faire des histoires, des routines, des problèmes qu'on vient me poser ici, parfois des problèmes qui n'ont vraiment rien à voir avec ce que devrait faire le ministère des Finances. Après les conseils, les sanctions. Mawapanga a décidé de mettre un terme aux prélèvements douteux effectués par ces deux responsables des douanes sous l'Ancien Régime. Et quel est le rôle de la douane, mon cher ami? L'OFIDA, qu'est-ce qu'elle devait faire? Okay? Vous savez bien que c'est une aberration. Okay? Je vous dis tout simplement, entre amis, votre place n'est pas à la frontière. Et si j'apprends qu'un de vos gens est à la frontière, on va vous fouetter. Ça, c'est une blague. Quoi. On est déjà parti de là. OK. Et puis, je crois que... Donc, je crois que ce sera votre dernière saison de percevoir les taxes. Ces deux fonctionnaires ont perdu leur place. L'heure est au nettoyage, en attendant la reconstruction. Nous sommes ici à la Gécamine, la société minière d'État dont l'activité a chuté de 90% au cours des 10 dernières années. C'était l'avenir de la province du Katanga, l'une des régions minières les plus riches du monde. Mais à plusieurs reprises, le site a été pillé par la population et ensuite par les militaires censés en assurer la garde. L'Alliance a nommé un nouveau directeur, Kawayam Baka. Cet ancien responsable du développement confirme que la Gécamine n'était plus qu'un coffre-fort où se servait aussi le maréchal Mobutu. La Gécamine était une vache laitière, c'est-à-dire que ça sortait, mais ça ne rentre pas. Ça, tout le monde le sait. Mais quant à vous dire les modalités selon lesquelles ça s'est passé, je suis dans les possibilités de pouvoir vous le dire parce que ça s'est passé à un certain niveau. Je ne peux pas vous dire comment est-ce que ça se faisait. Vous avez une idée du montant des sommes prélevées par M. Mobutu? Je n'ai aucune idée, aucune idée. Mais la seule chose que je sais, c'est que pour remonter, disons, la production de cette entreprise, pour rendre la Gécamine viable, les sommes à investir devraient atteindre le milliard de dollars. $1 milliard qu'il va falloir maintenant trouver sous forme d'association avec des investisseurs étrangers. Ces financiers nord-américains sont venus voir le président Kabila pour ça. Maître de cérémonie, l'un des initiateurs de ce rapprochement, un Belge, le général Willy Malins, ex-conseiller de Mobutu, devenu aujourd'hui celui du président Kabila. Le général, ça va bien? Très bien, je vous remercie. L'homme de l'ombre. L'organisateur, mais... Après l'homme de l'ombre, Max Bull, directeur d'Amphi, America Mining Fields, le premier à avoir signé un accord d'exploitation avec l'Alliance. Il est suivi de Earl Young, un Texan, chef de la délégation des investisseurs, qui va transmettre au président Kabila le bonjour de l'Amérique. Je vous transmets les salutations de notre quartier général à Hope, dans l'Arkansas, qui est aussi, comme vous le savez, le lieu de naissance du président Clinton. Une délégation décidément très américaine. Auprès des investisseurs, il y a le numéro 2 de l'ambassade des États-Unis à Kinshasa. C'est lui, Dennis Hankins. Il suit depuis 8 mois le nouvel homme fort du Congo. Pour Max Bull et Amphi, la journée de relations publiques continue. À 1250 mètres sous terre, dans le puits de la mine de Kipuchi. Il s'agit de convaincre les investisseurs qu'ici, les gisements de cuivre et de cobalt sont un véritable Eldorado. Il y a un an, Max Bull a signé un préaccord avec le gouvernement de Mobutu pour cette exploitation. Mais face aux exigences financières de Kinshasa, il a tout arrêté et il est venu faire son offre à Kabila. Aujourd'hui, le directeur d'Amphi veut prouver aux investisseurs que le risque politique n'existe plus. Il y avait des bonnes décisions qui étaient prises ici à Lubumbashi et tout était arrêté à Kinshasa parce qu'il fallait payer des larges sommes à des ministres. Et tout l'argent se perdait à Kinshasa. Et les gens ici attendaient et tout l'argent se perdait à Kinshasa. Si vous voulez dire, on a fait notre pari sur le président Kabila, son gouvernement et sa sincérité. C'est quelqu'un qui peut aider à reconstruire le Congo. Et c'est ça qu'on a besoin. Ils ont besoin de quelqu'un comme ça. Misez sur lui. 100%. À 10 km de là, à ciel ouvert, une mine de cobalt est en pleine exploitation. Ici, on n'a pas attendu l'arrivée de l'Alliance. Le groupe Forest a été le premier à signer un partenariat avec la Gécamine dès 1995. Après son père, puis
depuis son frère, c'est George Forrest qui tient aujourd'hui les rênes du groupe. Examiné par l'Alliance, le partenariat que l'homme d'affaires a signé avec l'Ancien Régime a reçu l'aval du nouveau pouvoir. Installé au Congo depuis 1922, le groupe Forrest a du poids. Il emploie 6 000 personnes, possède la plupart des cimenteries du pays, dont il a construit de nombreuses routes. George Forrest est un homme d'affaires qui compte. À ce titre, il a été décoré de l'Ordre du Léopard par le maréchal Mobutu. Il a reçu l'Ordre du Mérite du président François Mitterrand et la Légion d'honneur lui a été donnée par le président Jacques Chirac. Cet entrepreneur belge a réussi à s'accommoder des méthodes et des années Mobutu. L'Ancien Régime ne vous a jamais obligé de verser des sommes occultes pour décrocher certains contrats? Non, pourquoi voulez-vous qu'on oblige? Je crois que nous payons nos taxes normalement. Parce qu'on sait que c'était l'habitude, plus c'est une obligation imposée par le régime Mobutu. Mais écoutez, si nous payons des taxes ou des redevances à l'État, ce que cet argent devenait, nous ne pouvions le savoir. Ça vous est jamais arrivé? Je crois pas, non. En direct, non. Peut-être en sous-entendu, mais enfin, non. Priorité aux affaires. Et quand les soldats de l'Alliance se promènent dans les rues de Lubumbashi dans les véhicules aux couleurs du groupe Forrest, ce n'est pas une sanction. C'est juste une réquisition, une participation du groupe à l'effort de guerre. Non. C'est l'entreprise Forrest, n'est-ce pas, qui a donné un coup de main à l'Alliance. On est encore pauvres, n'est-ce pas? Ce n'est pas le taxi. Nous allons juste à Kipussé visiter les amis. L'Alliance est pauvre et toutes les participations sont les bienvenues. Si le ministre des Finances reçoit à la Banque du Zaïre de Lubumbashi, c'est la direction de la nouvelle radio-télévision congolaise qui abrite le ministre de l'Information, Raphaël Genda. Comme la plupart des membres du gouvernement, c'est un homme neuf, revenu de son exil en Belgique pour participer à la reconstruction du pays. Il a gardé auprès de lui le directeur de la télévision